On dit qu'à 60 ans, on a déjà écrit les plus beaux chapitres de sa vie, que le reste n'est qu'un épilogue tranquille. Pourtant, me voilà, Élise, 62 ans, le cœur battant comme une adolescente, debout dans une cuisine qui ne m'appartient pas vraiment. Cela fait 6 mois que j'ai épousé Jacques, 6 mois que j'ai emménagé dans cette bâtisse de pierre, quelque part entre les vignes et le silence. Le plus dur dans un mariage tardif, ce n'est pas de partager son lit ou son café, c'est de partager les fantômes. Ici, chaque craquement de parquet semble murmurer un nom que je n'ose pas prononcer. Hélène, sa première femme. Celle qui a décoré ses murs, choisi ses rideaux de dentelle et planté les rosiers qui grimpent aujourd'hui sous ma fenêtre. Jacques m'aime, je le sais. Mais parfois, je vois son regard s'égarer sur une tache d'encre sur le bureau ou sur le vieux plat en céramique bleue. Il ne regarde pas l'objet, il regarde le souvenir qu'il contient. Avant de vous raconter la découverte qui a tout changé, si ce récit résonne en vous, si vous aussi vous connaissez le défi de reconstruire une vie après 60 ans, prenez un instant pour vous abonner. Votre présence ici est comme une conversation entre amis, et vos commentaires nous aident à faire vivre ces histoires. Le dimanche, c'est le jour sacré, celui où la maison se remplit de bruit, de rires forcés et de tensions souterraines. Sophie, la fille de Jacques, arrive toujours avec cette ponctualité militaire, comme si elle venait inspecter une forteresse occupée. Ce dimanche-là, j'avais voulu bien faire. J'avais passé la matinée à cuisiner une tarte aux figues du jardin, la recette de ma propre mère. Et puis, il y avait ce vase. Un grand vase en cristal, lourd, un peu démodé, qui trônait sur le buffet depuis des décennies. Il était vide, poussiéreux. Je l'avais rangé avec précaution dans le vaisselier pour le remplacer par un pot en grès rempli de fleurs sauvages. Je voulais simplement apporter un peu de vie, un peu de moi. Quand Sophie est entrée, elle n'a même pas dit bonjour. Son regard s'est figé sur le buffet. J'ai vu ses phalanges blanchir sur la poignée de son sac. « Où est-il » a-t-elle demandé. Sa voix était basse, une lame de rasoir cachée dans du velours. Jacques a bafouillé, cherchant ses mots, mais Sophie ne le regardait pas. Elle me fixait, moi. Ce vase était le cadeau de mariage de ma mère. Tu crois qu'en changeant les meubles, tu vas nous faire oublier qu'elle a existé ? Le silence qui a suivi était si lourd que j'entendais le tic-tac de la pendule comme des coups de marteau. Le repas qui a suivi fut un long tunnel d'ombre. Jacques essayait désespérément de lancer des sujets de conversation. La météo, le prix de l'essence, les nouvelles du village. Mais Sophie répondait par des monosyllabes, les yeux rivés sur son assiette. Les petits-enfants, eux, s'étaient réfugiés derrière leurs écrans, sentant bien que l'air était devenu irrespirable. Je regardais mes mains, ces mains qui avaient tant travaillé, qui avaient soigné, aimé, et qui maintenant semblaient coupables de simplement exister. J'ai pensé à ma vie d'avant, à ma petite maison de ville que j'avais vendue pour venir ici. J'avais cru au bonheur, à une seconde chance. Mais ce jour-là, au milieu du bruit des fourchettes contre la porcelaine, je me suis sentie plus seule que durant mes 10 années de veuvage. Je n'étais pas une épouse. J'étais une remplaçante mal aimée, une erreur de casting. Sophie est repartie sans même goûter à ma tarte. Jacques est resté sur le perron, à regarder la voiture s'éloigner dans un nuage de poussière. Quand il est rentré, il n'a rien dit. Il m'a juste effleuré l'épaule, mais je savais qu'il était ailleurs. Il était avec Sophie. Il était avec Hélène. Il était dans ce passé où tout était simple, où personne n'avait besoin de s'excuser d'être là. C'est cette nuit-là que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans une maison où je devais m'excuser de respirer. J'ai attendu que Jacques s'endorme, bercé par son souffle lourd de regrets, et je suis montée au grenier. Je cherchais mes cartons. Je voulais partir avant que l'automne ne s'installe vraiment. Le grenier sentait le temps suspendu, la poussière et le bois sec. C'était le royaume d'Hélène. Ses vieux manteaux pendaient encore à des cintres de fer, comme des silhouettes attendant un retour impossible. En déplaçant une pile de malles pour atteindre mes cartons, j'ai fait basculer un petit coffret en cèdre. Il n'était pas fermé.
En tombant, des enveloppes se sont éparpillées sur le plancher. Ma première réaction fut de les ramasser sans regarder, mais un nom a attiré mon regard. Une enveloppe portait une mention étrange, écrite d'une main tremblante mais élégante. À celle qui prendra ma suite. Jacques ne m'avait jamais dit qu'Hélène savait qu'elle allait partir. Il ne m'avait jamais dit qu'elle s'était préparée à l'après. Je me suis assise par terre, au milieu de la poussière. J'ai ouvert cette lettre avec le sentiment de commettre un sacrilège. Hélène ne me parlait pas comme à une rivale. Elle me parlait comme à une sœur de destin. Elle écrivait « Si vous lisez ceci, c'est que Jacques a retrouvé le sourire, et pour cela je vous remercie. Mais je sais aussi le poids que vous portez. Sophie. Sophie est mon miroir. Elle ne vous déteste pas vous, elle déteste le vide que j'ai laissé et qu'elle ne sait pas combler. Soyez patiente. Ne lui demandez pas de vous aimer, demandez-lui simplement de vous laisser l'aimer. » La lettre contenait des détails que seul un cœur de mère peut connaître. Les peurs secrètes de Sophie, sa couleur préférée qu'elle n'avouait plus, son besoin d'être rassurée même derrière ses airs de femme forte. Hélène me donnait les clés de sa propre famille. Elle me léguait non pas ses meubles, mais sa sagesse. Je suis restée assise sur ce vieux plancher qui craquait à chaque fois que je respirais un peu trop fort. La boîte en cèdre sur mes genoux pesait une tonne, non pas de son bois, mais de toutes les vies qu'elle renfermait. J'ai commencé à lire, pas seulement la lettre qui m'était adressée, mais les autres, celles destinées à Jacques. Hélène y racontait des choses minuscules, le goût des cerises du jardin lors de leur premier été, la façon dont Jacques fronçait les sourcils quand il réparait une chaise, la couleur du ciel le jour de la naissance de Sophie. C'était une cartographie de leur amour. En lisant ces lignes, je n'éprouvais plus de jalousie. J'éprouvais une immense compassion. Hélène ne décrivait pas une vie parfaite, elle décrivait une vie chérie. Elle écrivait à Jacques « Mon chéri, quand je ne serai plus là pour te rappeler de mettre ton écharpe ou pour te dire que tu as mis trop de sel dans la soupe, ne laisse pas le silence devenir ton seul compagnon. Le silence est un voleur, Jacques. Il vole les souvenirs. Promets-moi de laisser quelqu'un d'autre entrer. Pas pour me remplacer, personne ne remplace personne, mais pour continuer l'histoire. » Ces mots ont agi sur moi comme un baume. J'ai réalisé que mon combat n'était pas contre Hélène, elle était mon alliée. Elle avait préparé le terrain pour moi, avec une générosité que peu d'êtres humains possèdent face à leur propre faim. J'ai passé plus d'1 heure dans ce grenier, à pleurer des larmes qui n'étaient plus les miennes. C'était comme si, à travers le papier jauni, 2 femmes qui ne s'étaient jamais croisées se tenaient enfin la main. J'ai trouvé une photo, tout au fond, que Jacques n'avait jamais dû voir. Hélène y paraissait fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une force incroyable. Au dos, il y avait écrit « Pour les jours de pluie ». J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas garder ce trésor pour moi. Le cacher, c'était continuer à mentir à cette maison. Il fallait que la lumière entre, enfin. Je n'ai pas pu attendre. J'ai pris mes clés, j'ai pris la boîte et j'ai roulé jusqu'à la petite maison de Sophie, en bas de la vallée. Quand elle a ouvert la porte, elle avait les traits tirés de ceux qui ne dorment pas parce qu'ils sont trop occupés à avoir raison. Elle a commencé à dire « Élise, il est tard !» Mais je lui ai coupé la parole en posant la boîte sur son guéridon. « Ta mère t'a laissé quelque chose ?» ai-je simplement dit. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, pendant qu'elle lisait les lettres qui lui étaient destinées, puis celles qui m'étaient adressées. J'ai vu son armure se fissurer. J'ai vu ses larmes couler non pas sur le passé, mais sur le gâchis du présent. Elle s'est effondrée sur une chaise, tenant le papier contre son cœur. « Elle savait », a-t-elle murmuré, « elle savait que je ferais tout de travers. » Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Pas de Jacques, pas de moi, mais de cette femme qui nous liait malgré nous. Sophie m'a avoué que chaque fois qu'elle me voyait rire avec son père, elle avait l'impression de trahir la mémoire de sa mère. Et moi, je lui ai avoué ma peur d'être une remplaçante sans importance. Le dimanche suivant, le vase en cristal était là, sur le buffet. Jacques ne comprenait pas pourquoi nous sourions toutes les deux en le regardant. Sophie y avait mis un immense bouquet de tournesol.
et elle m'avait aidé à y glisser mes fleurs sauvages. Aujourd'hui, je ne me sens plus comme une intruse. Je ne suis pas Hélène, et je ne le serai jamais. Je suis Élise. Et dans cette maison de pierre, il y a désormais assez de place pour 2 mémoires, 2 histoires et un seul avenir. Les jours qui ont suivi cette nuit chez Sophie n'ont pas été miraculeux. La vie n'est pas un film et les vieilles blessures ne cicatrisent pas en tournant une page. Mais quelque chose avait changé dans l'air. C'était subtil. Une fenêtre restée ouverte, une voix un peu moins tranchante au téléphone. Le mercredi suivant, Sophie est passée sans prévenir. Jacques était au potager. D'habitude, elle évitait de me croiser, filant directement vers son père. Mais ce jour-là, elle s'est arrêtée dans la cuisine. Elle a regardé le plan de travail encombré, mes pots d'épices, mes habitudes qui commençaient à prendre racine. Elle a pris une inspiration profonde et m'a demandé « Comment vous faites pour que la pâte de votre tarte soit si fine ?» C'était une question banale, une question de cuisine, mais pour nous, c'était un traité de paix. Nous avons passé l'après-midi ensemble, côte à côte, les mains dans la farine. Nous n'avons pas parlé d'Hélène, nous n'avons pas parlé de Jacques. Nous avons parlé de la texture du beurre, de la chaleur du four, de ces gestes que les femmes se transmettent depuis la nuit des temps. J'ai vu Sophie se détendre. Ses épaules, toujours si hautes, si tendues, se sont enfin abaissées. Elle m'a raconté ses doutes de mère, ses fatigues de femme active, et pour la première fois, je ne l'ai pas écoutée comme une belle-mère polie, mais comme une femme qui savait de quoi elle parlait. Quand Jacques est rentré, couvert de terre et de soleil, il nous a trouvés en train de rire de la tête que ferait le chat si on lui donnait un bout de fromage. Il s'est arrêté sur le seuil, son chapeau à la main. Il ne nous a pas interrompus. Il est resté là, un long moment, à savourer le son le plus précieux au monde, celui de la réconciliation. La maison n'était plus un musée dédié à une absente. Elle redevenait un foyer pour les vivants. On dit qu'à 60 ans, le cœur est une forteresse que plus rien ne peut ébranler. On pense avoir tout vu, tout pleuré, tout pardonné. Après un premier divorce douloureux et des années de solitude, j'avais enfin trouvé mon sanctuaire auprès de Marc. Notre famille recomposée semblait être un miracle tardif, mais le miracle a volé en éclats un mardi soir, dans le silence stérile de notre cuisine. Marc avait laissé son téléphone sur le comptoir. Une notification a illuminé la pièce sombre. Un prénom, Lucie. Et ces quelques mots qui ont agi comme un poison lent. Ce soir était magique. On remet ça quand elle ne se doutera de rien. Le monde s'est arrêté. La respiration est devenue un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Marc, mon roc, celui pour qui j'avais ouvert ma maison et mon cœur à ses 3 enfants, menait une double vie. À notre âge, la trahison n'a pas le goût amer de la jeunesse, elle a l'odeur de la cendre. On se sent vieille, on se sent jetable. On se demande si toutes ces années à construire ce foyer n'étaient qu'un décor de théâtre. La trahison est une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Elle laisse une cicatrice que nous sommes seuls à voir. Si vous avez déjà vécu ce sentiment d'abandon ou si vous croyez que le pardon est la plus grande des forces, je vous invite à vous abonner et à partager votre histoire en commentaire. Votre soutien nous aide à porter ces voix au-delà du silence. Quand Marc est revenu de son bureau, l'air était chargé d'une électricité lourde. Je ne lui ai pas crié dessus, je n'en avais pas la force, je lui ai juste montré l'écran. J'ai vu son visage se décomposer, passer du rouge de la honte au blanc de la terreur. Il n'a pas nié, il n'a pas cherché d'excuses minables. Il s'est effondré sur une chaise, le poids de ses 65 ans semblant soudain le broyer. « Eliane, c'était une erreur, une faiblesse que je ne saurais pas expliquer », a-t-il balbutié. Une faiblesse, comme si le respect et la loyauté étaient des muscles qu'on pouvait oublier d'utiliser. Pendant des heures, nous avons parlé. Ou plutôt, il a parlé et j'ai écouté le bruit de mon monde qui s'écroulait.
Lucie était une ancienne collègue. Rien de sérieux, disait-il. Mais pour moi, tout était sérieux. Chaque sourire qu'il m'avait adressé ces derniers mois me semblait désormais être un mensonge de plus. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis, fixant le plafond. Je pensais à nos enfants respectifs, à cette harmonie que nous avions mis tant de temps à créer. Si je partais, je brisais tout. Si je restais, je me brisais moi. Le dilemme était atroce, mais au lever du jour, une clarté étrange m'a envahi. Je l'aimais encore. C'était ma vérité la plus humiliante et la plus forte. Le lendemain, Marc n'est pas parti travailler. Il a commencé ce qu'il appelait sa pénitence. Pas avec des bijoux ou des fleurs, mais avec une dévotion presque effrayante. Il a commencé à restaurer la vieille serre que j'aimais tant et qu'il avait négligée pendant des années. Il y passait ses journées, sous la pluie, dans la boue, comme s'il essayait de déterrer son propre honneur. Un soir, il est venu s'asseoir près de moi, les mains couvertes de terre et de coupures. « Je ne te demande pas de m'oublier, Eliane, je te demande de me laisser te prouver chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle, que tu es la seule femme qui compte. Je suis prêt à tout. Si tu veux que je vende la maison, nous la vendrons. Si tu veux que nous partions, nous partirons. Je suis à tes pieds. » Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est accepter de vivre avec une fêlure. J'ai regardé cet homme que j'avais tant admiré, réduit à supplier pour un regard. J'ai compris que le punir éternellement reviendrait à me punir moi-même. « Tu vas devoir reconstruire chaque brique, Marc, » lui ai-je répondu. « Et la première brique, c'est la vérité. Plus jamais un seul secret. » Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un chemin de croix où chaque jour est une petite victoire sur la rancœur. Parfois, le soir, le doute revient. Une sonnerie de téléphone un peu trop tardive, un regard distrait, et mon sang se glace. Mais Marc est là. Il ne fuit plus. Il m'explique, il me rassure, il affronte mes tempêtes avec une patience infinie. La serre est terminée maintenant. Elle est magnifique. Nous y passons nos fins de journée à cultiver des plantes fragiles qui ont besoin de soins constants pour ne pas dépérir. C'est le symbole de notre couple, quelque chose qui a été brisé, mais qui protège désormais une vie nouvelle. Nous avons sauvé notre famille. Nos enfants voient en nous un couple soudé, ignorant tout de la faille sismique qui a failli nous engloutir. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Certains secrets servent de ciment. J'ai appris que l'amour à 60 ans est plus grave, plus profond. On n'aime pas parce que l'autre est parfait, on aime parce qu'on a décidé que l'histoire n'était pas encore finie. Les mois ont passé. La cicatrice est là. Parfois, elle est lance quand le téléphone sonne ou quand il rentre un peu tard. Mais Marc a tenu parole. Il est devenu l'ombre de mes désirs, attentif au moindre de mes soupirs. Il a reconstruit la serre, mais il a surtout reconstruit un espace où nous pouvons à nouveau respirer. Nos enfants n'ont rien su de la tempête, ou peut-être l'ont-ils senti sans l'analyser. Ils voient simplement un père plus présent et une belle-mère plus pensive. Nous avons choisi de protéger ce que nous avions de plus cher, le nous. Le pardon est un acte de courage, pas de faiblesse. À notre âge, on sait que la perfection n'existe pas. On apprend à aimer les fissures, car c'est par là que la lumière entre. La confiance est comme ce vase en cristal. Il a été brisé, puis recollé. Il est peut-être moins pur qu'avant, mais il est plus précieux, car nous savons désormais ce qu'il en coûte de le garder entier. La vie continue, plus grave, plus profonde. Et dans le silence de notre nouvelle serre, au milieu des fleurs qui recommencent à pousser, je sais que nous avons gagné.
pas sur l'autre, mais sur nous-mêmes. On ne sort jamais indemne d'une telle épreuve, mais on en sort parfois plus vrai. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire a trouvé un écho dans votre cœur, c'est peut-être parce que la vie ne nous épargne rien, mais qu'elle nous offre toujours le choix de la dignité. Cependant, le pardon est une chose, faire face aux secrets enfouis depuis des décennies en est une autre. Si vous avez été touché par la résilience de notre couple, vous devriez découvrir l'histoire de Françoise. On dit souvent que la première année de veuvage est un brouillard. On survit, on signe des papiers, on remercie pour les fleurs, et on attend que la douleur devienne un animal domestique plutôt qu'un fauve qui vous dévore le thorax. Pour moi, le brouillard s'est levé exactement 32 jours après l'enterrement de Robert. Il était 14 heures. Il pleuvait, cette pluie fine de novembre qui colle aux vitres et à l'âme. J'étais dans ce salon, devenu trop grand, à trier ses dossiers, quand on a frappé 3 coups secs à la porte d'entrée. Je pensais que c'était une voisine avec un énième gratin ou le notaire pour une signature oubliée. J'ai ouvert sans réfléchir, et le temps s'est arrêté. Sur le paillasson, il y avait un homme. Il devait avoir 40 ans. Il était trempé, ses cheveux châtains collés au front. Il ne disait rien. Il me regardait avec une intensité qui m'a glacé le sang, et pour cause. Cet homme avait les yeux de Robert. Pas juste la couleur. Il avait cette façon de plisser les paupières quand il était anxieux, cette même étincelle bleue que j'avais aimée pendant 42 ans. J'ai cru vaciller. J'ai pensé à une hallucination de mon chagrin. « Madame Delorme » a-t-il demandé d'une voix rauque. J'ai simplement hoché la tête, incapable de parler. Il a sorti une enveloppe Kraft de sa veste mouillée. « Je m'appelle David, et je crois que votre mari était mon père. » Il y a des phrases qui divisent une vie en deux, l'avant et l'après. Si vous aussi, vous avez déjà vécu ce moment où le sol se dérobe sous vos pieds à cause d'un secret révélé trop tard, prenez un instant pour vous abonner. Cette chaîne est notre refuge pour partager ces histoires que l'on n'ose raconter à personne. Je l'ai fait entrer, non par courtoisie, mais parce que mes jambes ne me portaient plus. Dans le salon, sous la lumière crue de la lampe, la ressemblance était une insulte. C'était Robert, mais plus jeune, plus brut, un Robert que je n'avais pas poli par 4 décennies de vie commune. Il a posé l'enveloppe sur la table basse. À l'intérieur, pas de lettres d'amour, juste des faits. Froid, clinique, un test ADN réalisé il y a 6 mois. Robert savait, il savait avant de mourir. Il avait rencontré cet homme, ce David, fruit d'une liaison d'il y a 40 ans, lors de ce fameux séminaire d'1 mois à Lyon, dont il était revenu si fatigué. David ne voulait rien, disait-il. Pas d'argent, pas de part d'héritage. Il voulait juste voir l'endroit où son père avait vécu. Il voulait voir la femme qui avait eu la place qui n'avait jamais été celle de sa mère. Je le regardais parler et je ne voyais pas un beau-fils potentiel. Je voyais la preuve vivante que ma vie entière reposait sur une omission gigantesque. David est reparti au bout d'1 heure, me laissant seule avec le fantôme de Robert. Mais ce n'était plus le fantôme bienveillant que je pleurais. C'était un étranger. La colère, quand elle vient après le deuil, est une marée noire. Elle salit tout. Je suis montée dans notre chambre. J'ai ouvert ses placards. J'ai cherché, avec la frénésie d'une policière, les preuves de sa duplicité. Comment avais-je pu être si aveugle ? Moi, Hélène, la femme intelligente, la confidente, j'ai relu ses vieux agendas. Ses déplacements professionnels, qui tombaient toujours aux mêmes dates. Ses retraits d'argent liquide, réguliers, que je mettais sur le compte de ses petites habitudes de collectionneur. Tout prenait soudain un sens sinistre. Pendant 40 ans, Robert avait maintenu une cloison étanche entre sa vie parfaite avec moi et nos 2 enfants, et cette autre réalité. Je me suis sentie humiliée. Non pas d'avoir été trompée une fois, il y a 40 ans, on peut pardonner un écart de jeunesse.
mais d'avoir été maintenu dans l'ignorance pendant toute une vie. D'avoir été la marionnette d'un théâtre dont il était le seul à connaître le scénario. Il était mort avec la conscience tranquille, me laissant gérer les décombres. C'était d'une lâcheté absolue. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu mes rides, mes cheveux gris, tout ce temps passé à construire un foyer sur du sable. J'ai eu envie de hurler, de casser les vases en porcelaine qu'il aimait tant. J'ai failli brûler l'enveloppe de David dans la cheminée pour effacer la preuve. Mais ses yeux, les yeux de Robert me hantaient. Le plus dur n'était pas la trahison passée, c'était le dilemme présent. Je savais. Et maintenant, je devais choisir. Devenir complice de son mensonge en gardant le silence, ou faire exploser ce qu'il restait de notre famille en disant la vérité à nos enfants légitimes. J'ai convoqué mes enfants, Thomas et Claire, le dimanche suivant. Le déjeuner traditionnel. L'ambiance était encore lourde du deuil récent, mais il faisait des efforts pour moi. Thomas parlait de son travail, Claire de ses enfants. Ils essayaient de remplir le vide laissé par leur père. Au café, j'ai posé l'enveloppe sur la table. J'ai tout dit, d'une traite. David, la liaison, le test ADN caché. Le silence qui a suivi aurait pu briser du cristal. Puis l'explosion. Thomas s'est levé, renversant sa chaise. « C'est un escroc! Papa n'aurait jamais fait ça. Il veut de l'argent, c'est évident. Maman, comment peux-tu croire un inconnu qui débarque un mois après l'enterrement? Il défendait la mémoire de son père comme un soldat défend une citadelle assiégée. Pour lui, accepter David, c'était accepter que son héros soit un menteur. Claire, elle, pleurait doucement. Alors, tout était faux, nos vacances, ses sourires, ses discours sur l'honnêteté. Qui était-il vraiment, maman? J'étais au milieu de la tempête. Je devais gérer ma propre douleur et celle de mes enfants. J'aurais voulu leur dire que leur père était un saint, que David était un menteur, mais je savais que c'était faux, et je ne voulais plus mentir. Il ne veut pas d'argent, Thomas, ai-je dit doucement. Je l'ai vu, il a les yeux de votre père. Il a juste besoin de savoir d'où il vient. Qu'il reste d'où il vient, a hurlé mon fils. Il n'est pas de notre famille, il est la preuve que papa nous a trahis. Le dilemme était atroce. Protéger la mémoire de mon mari et la paix de mes enfants en rejetant David, un homme innocent qui n'avait pas demandé à naître de ce mensonge, ou accepter David au risque de briser le lien avec mes propres enfants. J'ai regardé mon téléphone. J'avais le numéro de David. Mon pouce hésitait au-dessus de la touche d'appel. Ce simple geste pouvait soit détruire ma famille, soit l'agrandir dans la douleur. J'ai appuyé sur la touche appel, non pas contre mes enfants, mais pour moi, parce qu'à 64 ans, j'ai décidé que la vérité, aussi laide soit-elle, valait mieux que le plus beau des mensonges. J'ai revu David, longuement. Il m'a parlé de sa mère, une femme qui avait aimé Robert en silence et qui l'avait élevé seul, sans jamais dire de mal du père absent. David n'était pas un monstre venu réclamer son dû. C'était un homme blessé, porteur d'un secret trop lourd pour lui seul. Il cherchait juste une racine. J'ai dû me battre avec Thomas. Des semaines de silence, de reproches. Il me disait que je salissais la mémoire de son père. Je lui ai répondu « Non, Thomas, je la complète. Ton père était un homme merveilleux, mais il était faillible. L'aimer, c'est accepter tout ce qu'il était, y compris ses zones d'ombre. » Hier, c'était l'anniversaire de Robert. Pour la première fois, nous sommes allés au cimetière ensemble. Thomas, Claire, moi et David. C'était étrange, malaisant. Thomas n'a pas adressé la parole à David. Claire l'a observé avec une curiosité craintive. David est resté en retrait, respectueux. Il a posé une simple rose blanche sur la tombe de cet homme qu'il n'avait rencontré qu'une fois, dans un bureau d'avocat pour un test ADN. En rentrant, je les ai invités à boire un café. Tous les trois. Ils ont accepté, à contre-cœur pour Thomas. Nous étions assis autour de cette table qui avait vu tant de nos bonheurs passer. L'air était électrique.
David a sorti une vieille photo de sa poche. C'était Robert, il y a 40 ans, souriant, un bras autour d'une femme que je ne connaissais pas. Claire a pris la photo. Elle a frôlé la main de David. Elle a regardé ce demi-frère surgi du néant. « Tu as son nez », a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une fin heureuse de film. C'était le début de quelque chose de compliqué, de douloureux, mais de réel. Robert m'avait laissé un héritage empoisonné, mais j'ai décidé d'en faire un antidote. J'ai agrandi la table. Non pas pour effacer la trahison, mais parce que le cœur d'une mère, même par alliance, est la seule chose qui puisse absorber autant de douleur sans se briser. La famille, j'ai appris ça tardivement, ce n'est pas seulement le sang qu'on partage officiellement, c'est aussi le désordre qu'on accepte de ranger ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité avec moi. Accepter l'inacceptable demande une force que l'on ne soupçonne pas avant d'y être confronté. Mais parfois, le secret ne vient pas du passé lointain. Il dort juste à côté de vous chaque nuit. Si mon histoire vous a remué, vous devez absolument écouter celle d'Eliane. On dit que le temps guérit toutes les blessures. C'est un mensonge. Le temps ne guérit rien. Il se contente de recouvrir la douleur d'une fine couche de poussière, comme on recouvre un vieux meuble dans une maison abandonnée. Mais il suffit d'un courant d'air, d'un regard ou d'un parfum pour que la poussière s'envole et que la déchirure apparaisse aussi vive qu'au premier jour. Je m'appelle Julie. À 38 ans, j'ai tout ce que la société considère comme une réussite. Un poste de direction à Paris, un appartement dont les murs sont aussi froids que mon cœur et une armure de certitude que personne n'ose plus percer. Mais cette armure s'est fissurée mardi dernier lorsque je suis revenue dans le Berry pour vendre la seule chose que je déteste plus que ma propre vie, la maison de pierre de mon enfance. Cette maison, c'est un fantôme de calcaire et d'ardoise. Elle se dresse au bout d'un chemin de terre, entourée de ronces qui semblent vouloir l'étouffer. Pour moi, elle n'est pas un souvenir d'été. Elle est le tombeau de mon innocence. C'est ici, sur ce perron gris, que ma mère m'a abandonnée il y a 25 ans, sans un mot, sans regard en arrière, me laissant seule avec un père brisé et un silence qui allait devenir ma seule compagnie. Je pensais que la maison serait vide. Je pensais signer les papiers du notaire et repartir vers ma vie de béton. Mais en garant ma voiture, j'ai vu une silhouette, une femme. Les secrets de famille sont des poisons que l'on transmet sans le savoir. Si cette histoire résonne en vous, si vous aussi vous portez le poids d'un passé inavoué, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous levons le voile sur ces silences qui nous empêchent de respirer. Votre soutien est notre force. Partagez votre ressenti en commentaire. Elle était là, assise sur le muret de pierre. Elle portait un vieux manteau trop grand pour elle, et ses cheveux, autrefois d'un noir de jais, étaient devenus un nuage de gris vaporeux. Hélène, ma mère. Je suis sortie de la voiture, mes talons claquant sur le sol gelé. J'ai senti cette colère ancienne, cette lave froide remonter dans ma gorge. Je ne voulais pas de ces explications. Je ne voulais pas de ces excuses tardives. 25 ans de silence ne s'effacent pas en un après-midi de novembre. Le contraste était presque cruel. Moi, droite dans mon trench coat de luxe, le regard fuyant vers l'horizon pour ne pas croiser le sien, elle, le visage marqué par les sillons d'une vie de labeur et de regret, les yeux noyés de larmes me suppliant de l'écouter. « Julie » a-t-elle murmuré. Sa voix était comme le bruissement des feuilles mortes. Je n'ai pas répondu. Je me suis détournée, fixant la forêt sombre au loin. Dans ma tête, les images défilaient. Le matin de mes 13 ans, mon réveil dans une maison glacée, la lettre laconique sur la table de la cuisine disant simplement « Ne me cherchez pas ». Mon père qui s'est mis à boire pour oublier, et moi qui ai dû grandir en une nuit pour ne pas sombrer avec lui. « Qu'est-ce que tu fais ici, Hélène ?» ai-je demandé, ma voix étant un coup près. « Cette maison va être rasée. Il n'y a plus rien pour toi ici. Il n'y a plus rien pour nous. » Elle s'est levée, ses mains tremblantes cherchant mon bras. Je me suis écartée comme si son contact était brûlant. « Je ne suis pas partie parce que je ne t'aimais pas, Julie, » a-t-elle sangloté. « Je suis partie parce que c'était le seul moyen de te sauver. Ton père, tu ne savais pas tout. Tu ne savais rien de ses dettes, des hommes qui venaient ici la nuit pour nous menacer.
J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Le classique de la martyre. Tu es parti pour mon bien? C'est ce que toutes les mères qui s'enfuient racontent pour dormir la nuit. La vérité, c'est que tu voulais une autre vie. Une vie sans une gamine de 13 ans et un mari endetté. Tu nous as jetés comme de vieux chiffons. Elle est tombée à genoux sur le gravier. C'était un spectacle pathétique. Cette femme de 60 ans implorant la pitié d'une fille devenue une statue de glace. « Regarde-moi, Julie, regarde mes mains !» a-t-elle crié dans un accès de désespoir. « J'ai passé 25 ans à travailler dans des cuisines de gare, à nettoyer la crasse des autres pour envoyer de l'argent anonymement à ton père. C'est cet argent qui a payé tes études. C'est cet argent qui a empêché que cette maison ne soit saisie quand tu étais au lycée. » Je me suis figée. Pause longue. L'argent, ce mystérieux donateur que mon père évoquait parfois, ce cousin éloigné ou cet héritage tombé du ciel qui nous avait sauvés de la rue au moment où tout semblait perdu. J'avais cru à un coup de chance. Elle a sorti de son sac une liasse de papier jauni, des reçus de mandats postaux, des lettres de relance, des preuves de virements effectués chaque mois, sans exception, depuis un quart de siècle. Des sommes dérisoires au début, puis plus importantes à mesure qu'elle multipliait les heures de ménage. « Ils allaient te prendre, Julie », a-t-elle continué, sa voix se calmant dans une sorte de lassitude infinie. « J'ai passé ma vie dans l'ombre pour que tu puisses marcher dans la lumière. » Le monde autour de moi a commencé à vaciller. L'armure de glace que j'avais construite pendant 25 ans s'écroulait, laissant place à un vide vertigineux. Ma haine était mon moteur, ma colère était ma boussole. Si ma mère n'était pas la coupable, qui étais-je? Moi, une enfant ingrate qui avait réussi sur le dos d'une esclave volontaire? J'ai regardé la vieille maison de pierre. Elle n'était plus un tombeau. Elle était le témoin muet d'un sacrifice que je n'avais pas été capable d'imaginer. Je me suis revue, adolescente, insultant la mémoire de cette mère indigne, me promettant de devenir quelqu'un pour lui montrer qu'elle n'avait pas d'importance. Et pendant ce temps, quelque part dans une chambre de bonne miteuse, elle comptait ses centimes pour que je puisse m'acheter mes premiers tailleurs. La honte est une émotion bien plus lourde que la colère. Elle vous écrase, elle vous coupe le souffle. « Pourquoi ne pas être revenue quand mon père est mort ?» ai-je demandé, mes yeux commençant enfin à brûler. « Parce que j'avais honte », elle a répondu simplement. « Honte de ce que j'étais devenue, honte de t'avoir manqué tant d'années. Je pensais que tu étais plus heureuse en me croyant morte ou indifférente, plutôt qu'en sachant la vérité sur la misère de notre famille. » Elle a su. Le vent s'est levé, faisant gémir les arbres. Le silence qui suivit n'était plus le silence de mort de mon enfance, c'était un silence de transition. J'ai fait un pas vers elle, un seul. C'était le pas le plus difficile de ma vie. Je n'ai pas pu la prendre dans mes bras tout de suite. La glace met du temps à fondre, même sous un soleil de vérité. Mais j'ai posé ma main sur son épaule. Elle a sursauté, puis elle s'est abandonnée contre moi, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant 25 ans de solitude. Nous sommes restés là, devant cette maison de pierre qui ne sera pas vendue. Pas tout de suite. J'ai réalisé qu'on ne peut pas raser le passé. On peut seulement le restaurer. On peut gratter la mousse, changer les vitres brisées et laisser entrer la lumière. Ma mère n'était pas la femme froide que j'avais imaginée. Elle était une guerrière blessée qui rentrait enfin de la guerre. « On va rester quelques jours », j'ai dit, ma voix tremblante mais assurée. « On va ouvrir les volets, on va faire un feu, et tu vas tout me raconter. Chaque jour, chaque heure. Je ne veux plus de secrets, maman. » Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de paix dans ses regards. Le poids des racines n'était plus un bardeau qui m'empêchait d'avancer. C'était une ancre qui me donnait enfin une place dans le monde. Le pardon n'est pas un oubli, c'est le choix de regarder l'avenir avec les yeux de la compassion. Nous sommes restés ainsi, sur le perron, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le froid mordant du Berry ne nous atteignait plus. J'ai fini par sortir de ma poche la clé de la maison, une clé massive en fer forgé que le notaire m'avait remise avec un air de condescendance, comme s'il me confiait les restes d'un naufrage. En l'insérant dans la serrure, j'ai senti une résistance. La maison ne voulait pas s'ouvrir. Elle aussi avait ses rancunes. Puis, dans un claquement sec, le pêne a cédé. L'air à l'intérieur était figé,
chargée d'une odeur de moisi, de suie froide et de lavande séchée depuis des décennies. En franchissant le seuil, j'ai eu l'impression de marcher dans mes propres poumons. Chaque meuble, chaque bibelot recouvert d'un linceul de poussière était une pièce du puzzle que j'avais tenté de détruire. Hélène marchait derrière moi, ses pas feutrés ne faisant aucun bruit sur le vieux plancher. Elle n'osait rien toucher. Elle regardait les murs comme si elle s'attendait à les voir s'écrouler sur elle. Nous sommes arrivés dans la cuisine. C'est là que tout avait commencé, et c'est là que tout devait se dénouer. J'ai retiré le drap blanc qui recouvrait la table en chêne. Le bois était terne, mais intact. « Tu t'asseyais toujours là pour faire tes devoirs », a-t-elle chuchoté, en désignant le bout de la table, près de la fenêtre. Je te regardais de dos pendant que je préparais la soupe. Je me disais que tu étais trop intelligente pour cet endroit, que tu irais loin. Je me suis assise à cette place exacte. Pour la première fois depuis mon arrivée, mes jambes ne tremblaient plus. Tu m'as envoyé loin, maman, trop loin. J'ai fini par oublier d'où je venais. Je pensais que ma réussite était une revanche sur toi. Je ne savais pas quelle était ton œuvre. Elle s'est approchée de l'évier en pierre et a passé sa main sur le rebord. Ses gestes étaient empreints d'une mémoire musculaire que le temps n'avait pas effacée. Je travaillais à la gare de Limoges au début. Je commençais à 4 heures du matin. Je nettoyais les sols, les vitres, les sanitaires. Quand les voyageurs me bousculaient sans me voir, je ne leur en voulais pas. J'étais invisible et c'était ma seule protection. Si personne ne me voyait, alors personne ne pouvait remonter jusqu'à toi. Chaque mois, j'allais à la poste centrale. Je ne mettais pas mon nom sur les mandats. J'écrivais juste « pour l'avenir ». Elle m'a raconté les hivers dans des chambres de bonne sans chauffage, les repas sautés pour économiser quelques francs de plus, la peur constante que son sacrifice ne soit pas suffisant. Elle m'a raconté comment elle avait appris la mort de mon père dans un journal local, des mois après l'enterrement, et comment elle était venue, une nuit, se recueillir sur sa tombe en secret, n'osant pas s'approcher de moi par peur de briser ma nouvelle vie de jeune étudiante brillante. En l'écoutant, j'ai ressenti une douleur physique. Ma vie parisienne, mes tailleurs de marque, mes réunions de crise pour des budgets de plusieurs millions, tout cela me semblait soudain d'une futilité révoltante. J'avais construit mon empire sur les genoux brisés d'une femme qui s'est effacée pour que je puisse briller. Pourquoi, maman ? Pourquoi ne pas avoir pris le risque de m'appeler une seule fois ? Parce que la haine est un meilleur moteur que la pitié. Si tu m'avais plaint, tu serais resté ici à m'aider. Tu aurais gâché ta vie pour la mienne. En me détestant, tu as fui. Tu as couru si vite que tu as atteint les sommets. C'était le prix à payer. Elle avait raison. Sa logique était cruelle, mais elle était d'une efficacité redoutable. Elle avait sacrifié son rôle de mère pour me donner un destin. Je me suis levée et j'ai ouvert les volets de la cuisine. La lumière du crépuscule a envahi la pièce, révélant la poussière qui dansait dans l'air comme des millions de souvenirs qui refaisaient surface. J'ai regardé cette femme, si petite, si fragile, et pourtant d'une force que je ne posséderai jamais malgré tous mes titres. « La maison ne sera pas vendue », j'ai dit d'une voix ferme. Elle a sursauté, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Mais tes projets à Paris, ta vie ? Ma vie est ici aussi. On ne vend pas ses racines, même quand elles sont douloureuses. On va réparer cet endroit. On va engager des artisans, on va refaire le toit, on va planter des fleurs que les ronces ne pourront pas étouffer. Et toi qui vas vivre ici. Ce n'est plus la maison de mon père, ni celle de mes fantômes. Ce sera la tienne, la nôtre. » Elle a secoué la tête, comme si la nouvelle était trop lourde à porter. « Je ne mérite pas ça, Julie. Tu mérites chaque pierre de cette maison, maman. Et tu mérites de voir ta fille, non pas comme une étrangère en tailleur, mais comme l'enfant qui a enfin compris ce que signifie le mot amour. » Je l'ai prise dans mes bras. Cette fois, ce n'était pas un simple contact. C'était une étreinte totale, une fusion de deux solitudes qui se reconnaissaient enfin. Son corps était si léger, comme si le fait d'avoir partagé son secret l'avait délesté d'un poids de plomb. Le soir est tombé sur le Berry. Nous avons allumé un feu dans la grande cheminée du salon. Les flammes crépitaient, chassant les ombres qui hantaient les recoins depuis 25 ans. Assises côte à côte sur le vieux canapé, nous ne parlions plus. Le silence n'était plus un gouffre, mais une couverture chaude. J'ai regardé mes mains. Elles n'étaient plus seulement les mains d'une femme d'affaires, elles étaient les mains d'une fille qui avait enfin compris ce que signifiait le mot amour. Le poids des racines n'était plus un bardeau qui m'empêchait d'avancer. C'était une ancre qui me donnait enfin une place dans le monde. Une place réelle. Une place qui sentait la pierre, le bois brûlé et le pardon.
Merci d'avoir suivi cette rencontre au bord du gouffre. Parfois, l'amour le plus pur se cache derrière l'absence la plus cruelle. Mais que se passe-t-il quand le secret ne vient pas d'un sacrifice, mais d'une vengeance mûrie dans l'ombre depuis 40 ans ? Si cette histoire de retrouvailles vous a ému, vous devez découvrir le destin de Catherine. Elle pensait avoir hérité d'une fortune de sa tante, mais l'ouverture du testament a révélé une vérité qui allait transformer ses alliés en ennemis mortels. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour plonger dans les méandres d'une succession que personne n'aurait pu prévoir. On se retrouve là-bas pour le prochain secret.